désire pas devenir le bon communicateur, celui qui anime les réunions, qui attire l'attention lorsqu'il est en face-to-face client, ou bien qui détient avec lui des techniques managériales pour le teamwork, pour la gestion d'équipe, pour la gestion de projet ou la gestion de mission. Nous devons savoir une chose, que les techniques de communication ne servent pas uniquement dans le volet comportemental, c'est-à-dire pour nous-mêmes, pour soi, mais aussi la communication est utile pour l'image de l'entreprise. Nous représentons finalement l'entreprise dans toute sa dimension. Allez, on y va et on découvre ensemble quelques techniques de communication pour être une valeur ajoutée, justement par rapport à l'entreprise. J'ai choisi cette caricature pour moi qui est aussi importante. Nous allons mettre en valeur certains aspects de l'entreprise. Donc, lorsque nous communiquons en interne ou nous communiquons en externe, nous représentons l'entreprise, comme j'ai déjà souligné, nous sommes porte-parole de l'entreprise, nous valorisons son image sur le marché, et donc nous devons avoir en tête que nous sommes cette façade, on va dire, suite à laquelle l'entreprise va avoir de la notoriété. Donc, bienvenue dans le monde de la communication, et on essaiera d'apprendre, comme je vous ai dit, quelques astuces, quelques techniques possibles et faisables pour pouvoir évoluer ensemble. Allez, on y va. Première des choses, il faudrait qu'on puisse réfléchir autour de la communication dans la stratégie de l'entreprise. La stratégie, dans le pôle direction, ne réfléchit pas uniquement aux finalités, rentabilité, productivité, argent, profit, gain, mais on réfléchit aussi par rapport à la stratégie de conduite journalière de nos missions. Et ainsi, il faudrait peut-être se poser certaines questions. Les objectifs et la finalité ou les finalités de la communication. Lesquelles? Comment je peux les utiliser? En quoi puis-je en profiter, on va dire, pour pouvoir arriver à mes objectifs, personnels ou professionnels, en interne ou en externe? Qui communique en entreprise? Et pour quel message? Plusieurs personnes croient que rester derrière leur bureau en exécutant des tâches, c'est ce qu'on demande dans l'entreprise, que vous soyez sérieux, rigoureux et que vous puissiez être exécutif, que vous puissiez exécuter des tâches. Mais non, en principe, communiquer en entreprise, c'est une autre dimension. Il ne s'agit pas uniquement d'être dans l'exécutif, mais peut-être bien, c'est une autre dimension qui nous attend. Être dans l'inventivité, être dans la création, être aussi dans la force de proposition, être dans un relationnel agréable, être dans l'échange avec les autres. Et lorsque je dis bien force de proposition, avec les conditions actuelles du coronavirus, tout le monde attend de ses salariés ou de ses collaborateurs des suggestions, des propositions, une valeur ajoutée. Grâce à quoi? À la communication. Les réunions qu'on voyait une fois par jour pour la conduite des objectifs journaliers s'est transformé en plusieurs réunions par jour. Ce n'est pas du tout de la perte de temps, mais c'est la gestion du cas d'urgence. C'est aussi sauver ce qui reste de 2020 pour pouvoir aller vers 2021 avec une meilleure structuration. Si je n'aime pas parler, je n'aime pas communiquer, je préfère plutôt exécuter. Pourquoi? Je suis quelqu'un de calme, zen, mais aussi je n'aime pas vraiment entrer dans les échanges. Je ne serai pas d'une valeur ajoutée pour l'entreprise. Je ne serai pas un élément fort en entreprise. Pour quelle raison? Parce que peut-être bien, je vais les priver de mon potentiel. Je vais les priver de mes connaissances. Et la connaissance se partage. C'est un bien immatériel, la connaissance. Je peux peut-être vous donner de l'argent. Je n'aurai plus d'argent. J'ai partagé avec vous un bien matériel. Lorsque je n'ai plus d'argent, vous aurez de l'argent, c'est vous qui avez gagné. Or, lorsque j'ai de la connaissance, et je partage avec vous cette connaissance, je garde ma connaissance. Oui ou non? J'ai partagé avec vous ma connaissance, mais je l'ai gardée. Et vous l'avez eue, vous l'avez reçue. Nous sommes win-win, nous sommes gagnants-gagnants. Puisque si je propage ma connaissance, nous serons tous les deux gagnants. Nous pourrons plus réfléchir, être dans une symbiose complémentaire, beaucoup plus innover, beaucoup plus travailler ensemble dans le but, justement, d'avoir cette relation positive qui va nous mener vers la réalisation des objectifs de l'entreprise. Donc, qu'est-ce qu'on fait en final? Nous communiquons.
de communication. Nous allons aussi l'étudier et la voir, la découvrir ensemble. Pourquoi? Parce que chaque entreprise a sa propre politique. Il est vrai que plusieurs croient que cela concerne uniquement les tailles. La TPE a sa politique, la PME, c'est une autre taille d'entreprise, elle a sa politique, ou la GE ou la multinationale. Alors que non. Chaque entreprise a sa propre charte, son éthique, sa culture interne. Et lorsque nous parlons d'éthique ou de culture interne, nous devons nous fonder dans le moule. Nous devons connaître ce qui se passe, comprendre, analyser. Et un communicateur averti, intelligent, va être un observateur. Lorsque vous voulez rentrer en échange avec quelqu'un, vous devez l'observer pour mieux le connaître. Si vous êtes fermé dans votre bulle non observateur, vous n'êtes pas alors capable de connaître l'autre. Allez, j'attire votre attention maintenant sur le premier objectif. On l'appelle AIDA, A-I-D-A. Elle correspond à la hiérarchie des effets définie par un modèle qui est AIDA, pour connaître, on va dire, les principales catégories d'objectifs de communication. Nous allons voir que A, I, D, A, pour chaque lettre, nous allons A. Alors, le modèle AIDA. Ce modèle-là, pourquoi est-il important? Pourquoi mérite-t-il qu'on puisse se concentrer dessus? Parce qu'il concerne, et d'un, le capital humain, et de deux, nos produits en entreprise. Pour un capital humain, il devrait être vendeur. Le savoir se vendre pour décrocher un emploi, pour pouvoir valoriser nos qualités devant un recruteur, pour pouvoir attirer, pour pouvoir susciter le désir. Il faut donner envie au recruteur que vous puissiez lui donner cette envie de collaborer avec vous. Donc, nous sommes vendeurs. Si nous sommes au sein de l'entreprise en tant que salariés, nous avons dépassé le cap des entretiens. Donc, qu'est-ce qui se passe après? Nous avons des produits à défendre, nous avons une stratégie à défendre. Et lorsque nous avons cette stratégie, nous l'avons défendue en interne grâce à la communication. Vient maintenant défendre le produit face à tous les consommateurs pour qu'ils puissent accéder à l'achat. On ne va pas dire dans une sorte de manipulation intelligente, mais peut-être bien. Un communicateur est toujours diplomate, créatif, mais aussi manipulateur. Il devra alors, dans le cercle de publicité, attirer l'attention de ces consommateurs-là, susciter le désir et les pousser vers l'action d'achat. Il y a certains objectifs que je voudrais partager avec vous. Le premier objectif, c'est l'objectif cognitif. Faire connaître déjà notre produit. Le consommateur ignore l'existence de notre produit. Il devra le connaître. Surtout qu'il y a un marché déjà préinstallé avec votre concurrent. Qu'est-ce que nous allons essayer de toucher? La notoriété de l'entreprise. Nous pourrons donner certaines informations sur l'entreprise dans notre publicité, qu'elle soit collective ou par rapport à certaines entités, et communiquer par rapport à l'annonceur. Quand je vous parle de Samsung, vous pensez directement à toute la boîte avec toutes les marques et surtout à la réputation positive. Si elle a gagné de la notoriété, si elle a une bonne réputation, vous ferez directement confiance à ses produits. Même s'il y a un produit nouveau, psychologiquement, elle est crédible, elle est fiable. Parce que déjà la notoriété de la boîte, la notoriété de l'entreprise elle-même a prouvé sa positivité, son efficacité, et donc le consommateur sera amené directement, parce qu'il a pris connaissance auparavant de la marque, à passer à l'achat. Les objectifs cognitifs sont beaucoup plus des objectifs comportementaux. Donc, comment faire déplacer dans un centre commercial, par exemple, comment inciter à la consommation, ils sont en rapport direct avec le vécu personnel du consommateur. Vous remarquerez certaines publicités que nous suivons à la télévision, ils ramènent des personnes qui vont faire un partage d'expérience, qui vont nous expliquer qu'ils ont essayé ce produit et que ça n'avait pas marché. Et quand ils ont essayé ce produit-là, dans un benchmark, dans un style comparatif, que ça a marché mieux. Ils vont citer les avantages. Donc, lorsque nous sommes en train de communiquer par rapport à un produit, il est toléré, on va dire, ou acceptable de faire un benchmark. Une méthode comparative par rapport à d'autres produits existants pour pouvoir montrer justement cette valeur ajoutée. Et donc, qu'est-ce que ça nécessite? Une étude du marché, une étude de l'existant. Les objectifs maintenant affectifs. Déjà, vous comprenez, dans le mot affectif, il y a sentiment, il y a émotion.
Il touche l'image de l'annonceur. Souvent, je vous propose par exemple, si dans une publicité, nous ramenons un grand-père autour d'une table, un grand-père, une grand-mère, avec des enfants, ça donne quoi comme sentiment? Confiance par rapport à ce produit. Parce que si les anciens, si les chefs de famille adoptent un produit, il est beaucoup plus fiable. Pourquoi? Parce que les chefs de famille ne vont jamais choisir un produit défaillant pour leur famille, en plus de leur expérience. Certainement, ils ont eu affaire à plusieurs produits, et donc ils ne vont accepter de faire la publicité à ce produit que s'il est de bonne qualité. Donc même le choix des personnes qui vont communiquer avec nous est primordial. J'attire maintenant votre attention sur cette communication dans les organisations. Elle a évolué. Au milieu des années du XXe siècle déjà, il y a eu à peine les germes de la discipline. Par contre, en 67, les premières conférences sur la communication organisationnelle a commencé petit à petit, on va dire, à évoluer. Et en 85, la première entreprise spécialiste en communication interne au Québec a vu le jour. Donc, ça a évolué doucement, mais sûrement. Pour quelle raison? Parce que, de toute évidence, nous avons besoin de cette communication en interne pour pouvoir déjà tracer notre communication qui sera en externe par rapport à nos clients potentiels. Qu'est-ce que ça permet? En interne, une meilleure compréhension. Déjà, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on vise? Quelle catégorie de cible nous voulons? Dans quel environnement? Selon quel contexte? Est-ce que le contexte actuel permet une évolution ou nous demande, ou nous exige une stabilisation? Est-ce qu'il faudrait être dans une stratégie d'attaque ou une stratégie de défense? Peut-être faut-il diversifier dans le cadre de stratégies compétitives, une stratégie de diversification, ou peut-être bien, il faudrait rester focalisé, pas créer pour l'instant, une stratégie de focalisation sur nos produits. Réflexion, meilleure compréhension en interne, ou avant, bien sûr, de vouloir aller vers l'externe. L'employé se voit alors dans l'obligation de communiquer. Et ça fait partie aussi des activités journalières, lorsque nous sommes en réunion, pour pouvoir connaître quel type de communication adopter. Lorsque je suis aussi en interne, la communication permet une meilleure circulation de l'information. L'ensemble des salariés se voit concernés. Les objectifs d'efficacité, une meilleure coordination sont de mise, donc que du bonheur. Lorsque nous sommes dans un axe de communication en interne, franchement, il serait le meilleur moyen pour pouvoir avoir des collaborateurs engagés. N'oublions pas que le manager ou le leader ou le chef d'équipe devra avoir ce talent de rassembler son équipe, de leur faire confiance, sans favoritisme, de leur permettre d'innover, de leur donner ce droit de parler, de communiquer. Parce que si nous avons aussi un manager qui ne donne pas la parole, qui passe directement vers les ordres au lieu de donner des demandes, s'il passe directement vers un style de management directif au lieu d'un style de management participatif, si nous avons un dur, avec un management dur, lui-même est communicateur d'une façon qui n'est pas souple, qui n'est pas flexible. Donc, qu'est-ce que nous comprenons? Que les collaborateurs ne seront pas invités à la communication. Donc, si je veux que mes collaborateurs communiquent, je devrais moi-même être un bon communicateur. Si je veux que, en teamwork, ça fonctionne bien, le manager ou le leader lui-même devra avoir ce talent de communicateur. Je ne peux pas exiger de l'autre une qualité que je n'ai pas moi-même, ou que je ne pratique pas moi-même. Donc, dans une sphère de communication positive, je gère par l'adhésion de l'autre. Je gère par donner la parole aux autres. Je gère par l'information qui circule. Je gère par des réunions, par l'écoute active de mes collaborateurs, par leur donner le droit de s'exprimer, par leur donner le droit d'être une force de proposition. Et bien sûr, qu'est-ce que ça nous permet aussi? De confronter des idées. Personne ne nous dit qu'avoir une idée contraire est un problème. Au contraire, avoir une idée contraire, ce n'est pas contre moi. C'est peut-être un avis contraire au mien, mais ce n'a aucune relation avec des intérêts personnels. Nous pouvons ne pas nous comprendre, mais au plus intelligent de nous deux, d'argumenter, d'expliquer, de donner des exemples et pouvoir convaincre. La communication reste une richesse, vous savez. Pour quelle raison? Parce qu'à travers le premier nom,
dites non, je ne suis pas d'accord. Vous me dites moi aussi, je ne suis pas d'accord, franchement. Je vous permets de mieux communiquer pour mieux me passer votre message. Et peut-être bien, je vais adhérer à votre position. Je pourrais vous convaincre. Donc c'est un plus que je vous donne dans le champ de connaissances. Vous aussi, pareil pour moi. J'étais figée dans une idée. Grâce à vous, grâce à ce nom, vous pourriez m'aider et m'éclairer par rapport à votre connaissance. N'ayez jamais peur de la confrontation. Elle sera peut-être bien une richesse. On passe directement vers un dernier point. C'est une meilleure cohésion. Lorsque nous avons toutes les personnes en réunion qui disent oui, 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 il n'y a pas de problème, oui, 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 il n'y a aucun problème. Elle est où la richesse? Il n'y a aucune évolution, aucun développement. Nous n'avançons pas. Nous restons dans le même point. Parce que nous avons proposé une idée qui a été adoptée très vite. Par contre, si nous avons adopté une idée qui a été rejetée, imaginons, donc tout le monde va essayer de prendre la parole, tout le monde va essayer de communiquer, tout le monde va essayer de proposer. Et lorsque nous allons avoir une data, une base de données d'idées, là on peut jouer maintenant sur le choix de ce qui est faisable, à court terme, à moyen terme, à long terme. Mais lorsque vous avez, on va dire, une équipe dans laquelle l'adhésion est automatique, vous aurez moins de chances de récolter des solutions.